Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on cause donc impôt sur le revenu avec comme invité Yann de Florenne. Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous de Cœur de patrimoine, directeur associé de Modo Patrimoine. Alors on va reposer l'église au milieu du village parce qu'on parle effectivement d'impôt sur le revenu, mais on va rappeler un petit peu les données de l'équation, entre guillemets. Comment est-ce qu'on calcule? Parce qu'il y a plein de choses. Il y a la progressivité de l'impôt, il y a les questions de quotient, il y a les taux marginal. Enfin bref, il y a pas mal. Comment est-ce que ça se calcule? Comment est-ce que ça se fait, cet impôt sur le revenu, finalement? Alors, bienvenue en France, c'est notre paradis ou enfer fiscal, c'est selon. Ouais. Déjà, le calcul de l'impôt sur le revenu, ça se fait en plusieurs étapes. On part tout d'abord du revenu brut global du foyer fiscal. Donc le revenu brut global, c'est l'ensemble de toutes les sources de revenus du foyer. Ça va être quelle qu'elle soit. Salaire, les revenus fonciers, les bénéfices professionnels. Une fois qu'on a ce revenu brut global, on va déduire certaines charges, type les frais professionnels, les pensions alimentaires, et on va avoir ce qu'on appelle le revenu net global. Ce revenu net global, on va le diviser par le nombre de parts fiscales du foyer. Comment est-ce qu'on détermine le nombre de parts fiscales? C'est en fonction des habitants du foyer fiscal. On a d'abord les 2 parents qui représentent chacun une part fiscale. Les 2 premiers enfants représentent chacun 0,5 part. Et ensuite, à partir du 3e enfant, c'est une part fiscale par enfant supplémentaire. Donc on a notre revenu net global qu'on va venir diviser par le nombre de parts fiscales. Et ensuite, cette somme, on va la soumettre à un barème par tranche. Parce qu'en France, on fonctionne par tranche d'imposition. L'ensemble de votre revenu net global... C'est ce qu'on appelle le barème progressif, c'est exactement, ça. Ce barème progressif où l'ensemble de votre revenu n'est pas imposé de la même manière. La première partie de votre revenu, celle qui va de 0 à 11 500 €, on paye 0%. De 11 500 à 29 000, on est à 11% d'impôt. De 29 000 à 83 000, 30%. De 83 000 jusqu'à 180, on est à 41%. Et toutes les sommes qui dépassent 180 000 €, on paye 45% d'impôt sur ce qui dépasse. Donc, comme vous l'avez dit, en France, on est sur ce qu'on appelle un barème progressif. Ça signifie que plus vous gagnez d'argent, plus votre taux va être élevé et donc plus vous allez payer de l'impôt sur le revenu. Alors ça, donc, c'est l'impôt. Après, il y a des façons de réduire, et je le disais dès l'introduction, c'est vrai que c'est presque un sport national en France que d'essayer de diminuer la douloureuse. Et là, il y a des tas de mots qui viennent un peu se télescoper, parce qu'il y a réduction d'impôt, mais il y a aussi déduction d'impôt, et puis il y a aussi crédit d'impôt. Enfin bref, tout tourne autour de ça. Le but, c'est d'en avoir le moins, ou le plus, c'est selon. C'est quoi la différence entre ces 3 mots? Comment est-ce qu'on doit considérer l'une, l'autre? Alors effectivement, d'un point de vue sémantique, c'est indispensable de bien comprendre ces 3 notions différentes. On a d'abord ce qu'on appelle une déduction fiscale. Donc là, ça intervient avant le calcul de l'impôt. C'est l'ensemble des sommes qu'on va déduire de son revenu imposable. Un petit peu comme en comptabilité où l'objectif c'est de baisser le chiffre d'affaires. Là, avec les dépenses, l'objectif c'est de faire baisser son revenu imposable. Parce que mécaniquement, plus notre revenu imposable est faible, plus l'impôt qu'on va payer dessus va être faible. Donc ça, c'est pour les déductions fiscales. Ensuite, on a réduction d'impôt. Donc là, ça intervient après le calcul de l'impôt. C'est une somme qui va se déduire directement de l'impôt que vous avez à payer. Et enfin, on a ce qu'on appelle le crédit d'impôt. Donc, à l'instar de la réduction d'impôt, ça vient se déduire de la somme de l'impôt qu'on a à payer. Mais là, c'est encore plus bénéfique parce que l'excédent peut vous être remboursé. Concrètement, ça signifie quoi? Si avec un crédit d'impôt, par exemple, vous payez 5 000 € d'impôt, mais que vous avez un crédit d'impôt à 6 000 €, eh bien, l'État vous rend 1 000 € supplémentaires. Alors qu'à l'inverse, avec une réduction d'impôt, vous avez 5 000 € d'impôt à payer, mais 6 000 € de réduction d'impôt. Dans ce schéma-là, on a 1 000 € qui sont perdus. Ah oui, perdu. On peut pas le reporter l'année suivante ou... Il y a quelques exceptions, quelques placements qui permettent de reporter sur 5 ans, mais dans la majorité des cas, si la réduction d'impôt est supérieure au montant d'impôt que vous avez à payer, malheureusement, c'est perdu. Donc c'est important de bien calibrer. Alors, après, il y a effectivement tout ce qui amène à ces réductions d'impôts, à ces crédits d'impôts, etc. Ce sont des dispositifs, des techniques patrimoniales, des techniques fiscales qui permettent finalement d'émousser un petit peu l'impôt. Qu'est-ce qu'il y a comme... Parce que, alors là, on pourrait faire pas un inventaire à l'après-vert, mais pas loin, je dirais... On
pourrait dire qu'il y a le PER, il y a le Girardin, il y a le de Normandie, il y a tout ce qui sont les fonds communs de placement dans l'innovation, enfin bref, et j'en passe. Vous allez peut-être me dire, m'en signaler encore quelques-uns que j'ai oubliés. Bon, je vous apprends rien, Cédric, en vous disant qu'on a une passion en France pour la fiscalité. On est un des pays en France où il y a le plus d'impôts. Mais si on relativise, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des centaines de moyens d'optimiser ces impôts. En l'occurrence, en France, on a ce qu'on appelle un système avec des niches fiscales. Il y en a un peu plus de 450 en France. Ce sont des dispositifs... Je ne sais plus qui avait dit dans chaque niche, il y a un chien qui aboie. Oui, je ne sais plus chaque non plus. Chaque fois qu'on veut y toucher, tout le monde qui râle. Hein. Effectivement, mais il y en a un peu plus de 450 en France. C'est mis en place par l'État. Et ces niches sont plafonnées à 10 000 euros. Et ce sont l'ensemble des dépenses et des investissements qui vous permettent de réduire la facture fiscale. Attention, il faut bien faire la différence. Par exemple, il y a le service à domicile. Hein, pour exactement. Et voilà. C'est ce que je disais, il faut faire la différence entre dépenses et investissement. Une dépense, c'est lorsqu'on paye pour un service, vous l'avez dit, un service à domicile. Typiquement, on a une femme de ménage. Les petits cours pour les enfants, le jardinage. Exactement. Tous ces services, on paye une somme, 5 000 euros par exemple à l'année. La moitié, 50%, ça vous l'est rendu sous forme de crédit d'impôt. Donc on récupère 2 500 euros. Mais attention, là, on est sur des dépenses. C'est pas ça qui est censé nous enrichir. De l'autre côté, on a des investissements. Et là où l'objectif, c'est de gagner plus que ce qu'on a investi. Et dans ces investissements, il y a à la fois des placements immobiliers et des placements financiers. Vous en avez cité quelques-uns. Dans les placements immobiliers, on en a 3 principaux. On a la loi Monument historique, la loi Malraux et la loi de Normandie. Là, on est purement sur de l'immobilier. De l'autre côté, on a des placements financiers. Ceux que vous avez cités, FCPI, Fonds commun de placement pour l'innovation. Donc là, c'est de l'investissement dans des PME innovantes et non cotées qui vont permettre une réduction d'impôt de 25%. On a des FIP, Fonds d'investissement de proximité. Là, c'est de l'investissement local pour soutenir l'économie régionale. On peut avoir 18% de réduction d'impôt, voire même 30%, notamment pour ce qu'on appelle les FIP Corse. On a la loi Girardin, vous en avez parlé. Ça, c'est de l'investissement dans le territoire outre-mer pour aller redynamiser les dom-tom, où les réductions d'impôts vont dépendre des sociétés avec lesquelles on va travailler. Et enfin, il y a un dernier dispositif qui, lui, d'un point de vue purement technique, ne rentre pas dans ces fameuses niches fiscales de 10 000 euros parce qu'on est sur de la déduction d'impôts. C'est, vous l'avez évoqué, le PER, le plan d'épargne retraite. C'est ça. Alors justement, rentrons peut-être un peu dans le détail de quelques produits, parce que il y en a certains qui méritent peut-être qu'on y passe un petit peu de temps. Et d'abord, parlons du PER. On en a énormément parlé ces dernières semaines avec les débats à l'Assemblée. C'est vraiment le produit phare de fin d'année, là, à la main du contribuable, finalement. Il fait partie de l'éventail de tous les dispositifs fiscaux qui permettent de réduire son impôt. À titre perso, j'apprécie beaucoup ce placement. C'est un placement qui a une double casquette avec un double objectif. À la fois optimisation de l'épargne et optimisation fiscale. Au niveau de l'optimisation de l'épargne, un peu à l'image de l'assurance vie, lorsque vous ouvrez un PER, vous allez placer votre argent sur des fonds. On va voir d'un côté le fonds euro, où là c'est un cousin de l'assurance vie, finalement. Exactement. Au niveau de la composition, on peut avoir, c'est totalement identique à l'assurance vie avec le fonds euro, le capital garanti, et de l'autre côté les fonds en unité de compte, où là on va pouvoir investir sur un univers varié, produits structurés, private equity, start-up, ISR, immobilier, bref, sur tout un éventail. Et l'objectif, c'est que ce capital travail, que ça vous rapporte 5, 6, 7, 8% en fonction de comment est placé votre argent. Et de l'autre côté, on a l'optimisation fiscale. Parce que cette fois-ci, à l'inverse de l'assurance vie, les sommes que vous allez verser sur votre PER, plan épargne retraite, vous allez venir le déduire de votre revenu imposable. Et la rentabilité fiscale va dépendre de votre TMI, taux marginal d'imposition. C'est la partie la plus fortement imposée de votre revenu. Donc, je prends l'exemple concret. Un contribuable qui est dans une TMI à 30%, il fait un versement en fin d'année de 10 000 euros sur son PER. C'est 10 000 euros en moins qui vont être imposés à 30%. Donc, ça représente 30% d'économie sur 10 000. Ça fait 3 000 euros d'économie. Un contribuable qui est cette fois dans la tranche à 41%, s'il fait ce même effort d'épargne de 10 000 euros, cette fois-ci, son avantage fiscal va être de 41% de 10 000, donc 4 100 euros. Donc c'est vraiment un produit où la rentabilité fiscale de ce produit va dépendre de votre tranche d'imposition. Plus vous êtes imposé, plus c'est rentable. Mais malgré tout, c'est quand même fait pour tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est à 11% ou qu'on paye pas d'impôts qu'il faut pas prendre un PER. Alors, ça serait beaucoup moins optimisé. J'estime que si on est en dessous de la tranche à 30, la rentabilité fiscale, l'effort fiscal ne vaut peut-être pas forcément le coup d'investir sur un PER. Parce que si on n'a que 11% d'économie, il y a d'autres moyens, d'autres placements qui peuvent être
plus intéressant pour ces tranches d'imposition. Voilà donc pour le PER. Un petit mot aussi du Girardin, placement donc ultramarin. Comment ça fonctionne, ça ? Girardin industriel, investissement dans les dom-toms, c'est contrairement au PER, là on est sur une loi de défiscalisation, sur un placement purement de défiscalisation one shot. Cette fois-ci, il n'y a pas d'optimisation de l'épargne. On ne va pas faire travailler son capital. C'est une loi qui a été mise en place par l'État il y a un peu plus de 20 ans pour aller redynamiser l'industrie, l'économie dans les dom-toms, Guadeloupe, Réunion. Et là, d'un point de vue mécanique, technique, on va investir, on va donner un peu, je le compare un petit peu à un don, comme si on faisait un don à la Croix-Rouge. On va donner son argent à une société qui a pour objectif d'investir dans des projets éligibles sur les territoires d'outre-mer. Et chaque société, il y en a des dizaines en France qui proposent des placements Girardin. Chaque société fixe une rentabilité. Toutes les sociétés de Girardin n'ont pas la même rentabilité. Il y en a qui peuvent avoir... D'ailleurs, c'est là-dessus qu'il faut faire attention, c'est bien choisir son opérateur, quoi. Exactement, on va y venir après. L'opérateur, le choix de l'opérateur a son importance pour réussir cet investissement, mais il y en a qui vont proposer des 8, 10, 15, 20, 25% de rentabilité. Ça va dépendre des sociétés. Et concrètement, comment ça fonctionne ? Vous placez votre argent en 2025, admettons, on a un contribuable qui place 10 000 euros sur un Girardin avec une société qui permet une réduction, une rentabilité de 20%. On place 10 000 euros. En 2026, en avril-mai 2026, au moment de la déclaration d'impôt, on a dit que dans sa déclaration qu'on a versé 10 000 euros sur un Girardin avec une rentabilité de 20%. Et donc, au moment de l'avis d'imposition, vers août 2026, l'État va nous rembourser 10 000 plus 20%, donc 12 000 euros sous forme de réduction d'impôt. Et j'insiste bien sur le terme de réduction d'impôt parce que c'est important de calibrer le montant qu'on met sur un Girardin en fonction de l'impôt qu'on va payer. Parce que si vous avez un Girardin, vous avez une réduction d'impôt à 12 000 euros, mais que vous payez 10 000 euros, c'est 2 000 euros de perdu. Et je reviens par rapport à ce que vous avez dit, le Girardin fait partie des placements où il y a la possibilité, c'est une perte qui est nuancée parce que vous avez la possibilité d'étaler ce surplus sur 5 ans. Vous avez jusqu'à 5 ans. Bon, ça fait un petit jeu de trésorerie. Entre guillemets, jouer un tout petit peu. On peut jouer un peu, c'est un jeu de trésorerie, mais c'est toujours intéressant de calibrer le montant, enfin de déterminer le montant d'impôt qu'on va payer pour verser sur le Girardin. Et donc souvent, on dit, et ça c'est un principe d'investissement, qu'il faut être proche de son investissement, le comprendre, etc. Et là c'est vrai, on se dit... Girardin, mon Dieu, j'investis loin de chez moi, je connais pas le pays, donc c'est pour ça que je disais, il faut faire attention là à son opérateur, c'est le principal risque. Bien sûr, comme tous les placements, à partir du moment où on sort des placements bancaires, quoique, c'est toujours important de bien vérifier les risques, parce que c'est pas comme tous les placements, il n'y a pas que des avantages, il y a des inconvénients, et comme vous l'avez dit, important de vérifier le monteur de l'opération, son historique, depuis combien de temps il existe, quels sont les projets, son track record, quelles ont été les rentabilités servies par le passé, est-ce que ces rentabilités ont toujours été servies, est-ce qu'il n'y a pas eu de requalification fiscale. Donc ça, c'est très important de s'intéresser et de bien vérifier l'historique du monteur avec lequel on va travailler. Un petit mot aussi de l'IMO, parce que les Français et l'IMO, c'est une histoire d'amour, donc tout le monde veut investir dans l'IMO, et si en plus il y a un avantage fiscal, ça renforce encore la conviction de nos épargnants. Alors, vous avez cité 3 dispositifs, entre guillemets, fiscaux liés à l'IMO. Alors, c'est vrai que le monument historique et le Malraux, c'est quand même très spécialisé. Le de Normandie, c'est un petit peu plus généraliste, c'est ça ? C'est plus accessible. De Normandie, monument historique et loi Malraux, on est vraiment sur des très fortes impositions. Quand on va commencer à payer plusieurs dizaines de milliers d'euros d'impôts. Le de Normandie est un petit peu plus accessible. C'est un investissement immobilier locatif dans de l'ancien rénové avec travaux qui va nous permettre une réduction d'impôt de 2% du prix d'acquisition pendant 9 ans et 1% les 3 années suivantes. Donc concrètement, vous achetez un bien à 200 000 euros, vous avez pendant 9 ans 4 000 euros de réduction d'impôt et ensuite 2 000 euros de réduction d'impôt années 10, 11 et 12. Par contre, on n'est pas sur de l'investissement immobilier locatif purement libre. Ça signifie qu'il y a des conditions à respecter pour être éligible au statut de Normandie. Des conditions qui sont fixées par la loi fiscale. Déjà, premièrement, c'est le secteur dans lequel on investit. Toutes les communes de France ne sont pas éligibles. D'accord. Ce sont les communes où il y a un peu fort comme besoin. Le Pinel, quoi.
Exactement, on peut un peu le comparer. On peut Feu Pinel qui n'existe plus depuis 2023 ou 24, je sais plus. Au niveau de la sélection des villes, il va y avoir par exemple des villes type Troyes, Poitiers, Poissy, Rambouillet, Vannes. Ensuite, il y a des conditions de travaux, comme c'est de l'ancien réhabilité, il faut une rénovation notamment énergétique. Il faut que votre investissement y ait à minimum 25% du prix total qui soit investi dans les travaux. D'accord. Ensuite, on va avoir des conditions de minimum de détention, c'est 6 ans d'engagement, la loi de Normandie. Au niveau du locataire, ça doit être sa résidence principale et on doit louer en nu. Donc on oublie tout ce qui est Airbnb, location saisonnière. Et enfin, important, on est sur des loyers qui vont être plafonnés. Donc là, c'est intéressant d'étudier les villes où le plafond de loyer de Normandie correspond. Il faut que ce soit une bonne opération. De marché. Effectivement, si vous êtes plafonné à 400 €, mais que le loyer de marché à côté pour le même appartement, c'est 800 €, là, il y a absolument aucun intérêt d'investir en de Normandie. Juste pour terminer, Yann, parce que vous nous avez présenté quelques dispositifs, on a parlé de la théorie générale de ces manœuvres entre guillemets de défiscalisation. Malgré tout, je disais c'est dans quelques semaines. C'est-à-dire que là, c'est encore temps de s'intéresser à tous ces placements. Il y a des deadlines. Il faut se méfier peut-être de ne pas le faire en se précipitant. Enfin, qu'est-ce qu'on peut se donner comme conseil, comme mode d'emploi pour la fin ? Alors, pour conclure, en théorie, on peut investir jusqu'au 31 décembre de l'année N, mais en pratique, la plupart des sociétés qui proposent du Girardin, du FIP ou du PER bloquent les souscriptions quelques jours avant. D'accord. En pratique, les Girardins, on finit les souscriptions aux alentours du 10-15 décembre. Les PER, c'est 20-25 décembre, voire certains qui poussent un petit peu plus loin. Moi, j'aime bien... c'est pas la peine d'attendre le dernier moment juste pour rire, quoi. C'est pas la peine parce qu'on a toujours un petit peu cette appréhension que forcément, il y a un afflux de collecte les 3 derniers jours de l'année et c'est au moment-là où le site a planté, qu'il y a de maintenance, qu'il y a des justificatifs supplémentaires et qu'au final, la souscription soit validée 3 jours après, qu'on se retrouve en 2026. Donc voilà, faut pas attendre le dernier moment. Ne jouez pas avec le calendrier. Ne jouez pas avec le calendrier. Merci beaucoup, Yann. Merci à vous, Cédric. Yann de Florenne, Modo Patrimoine, pour vous aiguiller sur cette fin d'année et le petit jeu de la défiscalisation. Merci d'être passé dans Cœur de Patrimoine. Nous, on poursuit notre voyage. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.